Bonsoir à tous. Voilà, je suis Pierre de Borgrave, conseiller d'administration des douanes et accises ici en province de Namur. Et nous allons reprendre ce soir les conférences, le cycle de conférences concernant le Brexit qui sont organisées ici à l'ESA. La semaine passée, nous avions Michel Lequeux qui nous a parlé de l'historique du Brexit et des premiers gestes qui sauvent. Aujourd'hui, comme Karine l'a évoqué, on va répondre à la question, mais faut-il faire une formalité douanière? Qui doit la faire? Et concrètement, ce qu'on va déclarer. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait une déclaration douanière? La semaine prochaine, nous verrons toute une série d'éléments qui permettent de compléter cette déclaration en douane. L'identification des marchandises que l'on va déclarer, leur valeur, leur base d'imposition. Et finalement, juste avant Noël, nous verrons la question de l'origine des marchandises, qui va toucher la déclaration en douane, mais qui va aller beaucoup plus loin que cette simple question de la déclaration en douane. Alors, quand déclarer? Mais ici, jusqu'ici, tant qu'on était en Belgique, tant qu'on était à l'intérieur du territoire de l'Union européenne, ça ne posait pas tellement de problèmes, sauf quand on apportait de la marchandise qui venait de Chine, des États-Unis. C'était quelque chose que l'on faisait relativement rarement. Ici, on va avoir un net accroissement de la déclaration en douane, des situations de déclaration en douane du fait du Brexit, et on va voir pourquoi concrètement. Et je vais aborder ça par la question du territoire douanier, des statuts douaniers, et vous expliquer finalement la logique qu'il y a derrière ça. Deuxième question, qui va déclarer? Est-ce que ce sera vous? Est-ce que ce sera votre partenaire commercial? Est-ce que ce sera vous ou est-ce que ce sera votre représentant en douane? On va aborder cette question. Et finalement, ce qu'on va déclarer, et on verra la question des régimes douaniers. Alors, le territoire douanier, pour commencer, mais c'est très simple. Le territoire douanier est le territoire au sein duquel on va appliquer une réglementation douanière donnée. Dans le territoire douanier européen, on va appliquer le droit douanier européen. Pourquoi appeler ça territoire douanier européen plutôt que territoire de l'Union européenne? Bien, parce que nos règles douanières s'appliquent uniquement dans une partie de ce territoire européen. Le législateur a décidé de retirer quelques bouts de ce territoire, d'ajouter certains bouts de ce territoire. On a ainsi, par exemple, retiré le Groenland, ce n'est pas un petit bout. On a, par exemple, rajouté Monaco, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, mais qui a quand même souhaité faire partie de ce territoire douanier et être intégré à ce territoire douanier. La même logique existe pour le territoire fiscal. Bonne nouvelle en Belgique, nous sommes dans le territoire douanier de l'Union européenne, nous sommes dans le territoire fiscal de l'Union européenne. Alors, est-ce qu'il existe d'autres territoires douaniers dans le monde? Eh bien, oui. Il y a le territoire douanier suisse, le territoire douanier chinois, le territoire douanier russe, le nouveau territoire douanier du Royaume-Uni. Chaque pays a son propre territoire douanier où on applique sa propre règle douanière. Et une fois qu'on sort de ce territoire douanier, eh bien, on n'applique plus le droit douanier du territoire en question. Alors, dans ce territoire douanier, eh bien, il y a deux statuts douaniers possibles. Une marchandise peut être en libre pratique ou pas en libre pratique. Très mystérieux. L'idée est très simple, c'est qu'à l'intérieur d'un territoire douanier, une marchandise en libre pratique y circule librement. On a un territoire douanier qui englobe le territoire des 27 États membres de l'Union européenne. Et donc, à l'intérieur du territoire douanier de ces 27 États membres de l'Union européenne, nous avons, pour les marchandises qui sont en libre pratique, cette possibilité de circuler librement sans faire l'objet de déclarations ou de formalités douanières. Et puis, on a les marchandises qui n'y sont pas en libre pratique. Et ces marchandises ne vont pas pouvoir circuler librement à l'intérieur du territoire douanier. Chaque fois que vous voudrez faire quelque chose avec ces marchandises qui ne sont pas en libre pratique, il faudra faire une formalité douanière. Alors, une marchandise en libre pratique ou une marchandise de l'Union selon les concepts de droit douanier européen, c'est quoi? C'est d'abord une marchandise qu'on a entièrement obtenue en libre pratique à l'intérieur du territoire douanier de l'Union européenne. Nos poules ont pondu des œufs,
ces œufs sont entièrement obtenus dans le territoire douanier, ils sont en libre pratique. Vos vaches ont donné du lait, même chose. Les autres marchandises qui sont en libre pratique, mais ce sont des marchandises qui viennent d'un pays tiers et qui ont fait l'objet de la formalité douanière de la mise en libre pratique. On les a déclarées en douane, on a payé les droits à l'importation, et ensuite, ces marchandises vont pouvoir circuler librement à l'intérieur du territoire douanier de l'Union européenne. Et puis, on a également toutes les marchandises que l'on a obtenues à partir de ces marchandises. Donc, vous avez les œufs de vos poules qui sont entièrement obtenus, vous avez le lait de vos vaches qui sont entièrement obtenus dans le territoire douanier de l'Union européenne, et puis, par hasard, vous avez apporté de la farine. Cette farine, vous la déclarez en douane pour la libre pratique, vous payez les droits d'importation à cette occasion, et ensuite, vous pouvez fabriquer des crêpes avec ces 3 ingrédients, et vos crêpes seront en libre pratique également. Une marchandise, ah oui, la mise en libre pratique. Eh bien, la mise en libre pratique, je l'ai dit, implique quoi? Une déclaration douane. Le paiement des droits dus à l'importation, pour la mise en libre pratique tout court, les droits de douane, mais on va également en même temps payer la TVA à l'importation, l'accise à l'importation. On a également, à cette occasion, l'application de certaines mesures de politique commerciale. S'il y a un embargo, s'il y a certaines interdictions, ça se passe à ce moment-là également. Et puis, on applique également, au moment de la mise en libre pratique, toute une série de mesures de protection de la communauté. Nous allons vérifier au moment de la mise en libre pratique si vous n'importez pas des œuvres d'art, si vous n'importez pas des espèces protégées, si les médicaments que vous importez sont conformes aux normes de la santé publique, si les animaux que vous importez sont sains. Ce sont toute une série de mesures qu'on va appliquer en même temps. Si tout va bien, la mise en libre pratique peut avoir lieu et votre marchandise peut circuler librement après dans le territoire douanier de l'Union européenne. Une marchandise pas en libre pratique, c'est une marchandise qui vient d'un pays tiers et qu'on ne va pas mettre en libre pratique dans le territoire douanier de l'Union européenne. Et cette marchandise peut être, le cas échéant, aussi transformée dans notre territoire douanier. Et la marchandise qu'on obtiendra à partir de cette marchandise-là ne sera pas en libre pratique non plus. Donc je décide d'importer des fraises d'Afrique du Sud. On a pris beaucoup de fraises pour le moment en Belgique. Avec ces fraises, je décide de ne pas les mettre en libre pratique, de fabriquer de la confiture de fraises. Et cette confiture de fraises, je vais la fabriquer et peut-être ensuite la réexporter vers un autre pays qui ne fait pas partie du territoire de l'Union européenne. Je vais importer des fraises d'Afrique du Sud, ne pas les mettre en libre pratique, les transformer en confiture de fraises en Belgique et ensuite les réexporter vers le Maroc, par exemple. Tout ça sans les mettre en libre pratique. Tout ça donc sans devoir payer les droits à l'importation. Alors, durant ce temps et ce qui va le permettre, c'est l'application des régimes douaniers que nous allons voir tout à l'heure, en sachant que, je l'ai dit tantôt, cette marchandise pas en libre pratique, chaque fois que vous allez vouloir faire quelque chose avec cette marchandise, mais il faudra faire une formalité douanière, il faudra faire une déclaration douanière, et cette marchandise va rester sous surveillance douanière tant qu'elle est dans le territoire douanier de l'Union européenne, sans y être en libre pratique. Petite base, donc, territoire douanier, un territoire douanier, une loi douanière, 2 statuts douaniers, libre pratique, pas libre pratique. Alors, donc, pour résumer, nous avons notre territoire douanier, une marchandise qui est en libre pratique, y circule librement, une marchandise qui rentre dans le territoire douanier doit faire l'objet d'une formalité douanière, une marchandise qui sort du territoire douanier doit faire l'objet d'une formalité douanière, et finalement une marchandise qui n'est pas en libre pratique, eh bien, ne circule pas librement. Chaque fois que vous allez faire quelque chose avec cette marchandise, vous allez devoir faire une formalité douanière. Et voici ce qui se passe avec le Brexit. Nous avons 2 territoires douaniers. Le territoire douanier de l'Union européenne et le territoire douanier britannique. Chaque fois que vous allez rentrer dans le territoire douanier britannique, vous allez devoir faire une formalité douanière.
Une fois que votre marchandise y est en libre pratique, elle peut circuler librement. Si elle en sort, elle doit faire l'objet d'une déclaration douanière. Et si elle y reste pas en libre pratique, eh bien, elle va devoir faire l'objet d'une formalité douanière chaque fois que vous allez vouloir faire quelque chose avec. Et on a le territoire douanier de l'Union européenne qui est maintenant désormais tout à fait différent. Petit exemple, la veille du Brexit, votre entreprise dispose au Royaume-Uni d'un stock de sucre. Ce stock de sucre, aujourd'hui, est encore en libre pratique dans le territoire douanier de l'Union européenne. Le 31 décembre à minuit, le Brexit a lieu. Nous avons création pleine et entière de 2 territoires douaniers. Celui de l'Union européenne, qui est amputé du territoire du Royaume-Uni, celui du Royaume-Uni. Le 1er janvier, votre sucre, à vous, se retrouve en libre pratique au Royaume-Uni. Si vous voulez ensuite ramener ce sucre en Belgique, eh bien, il va devoir sortir du territoire douanier du Royaume-Uni. Il va devoir faire l'objet d'une formalité douanière pour sortir de ce territoire douanier. Et lorsqu'il va arriver dans le territoire douanier de l'Union européenne, eh bien, il va devoir faire l'objet d'une formalité douanière pour rentrer dans ce territoire douanier de l'Union européenne. Et si vous voulez qu'il y soit en libre pratique, eh bien, il va falloir le déclarer pour la libre pratique et payer les droits. Et on peut jouer ainsi de 1001 manières. Au milieu, j'ai laissé le territoire douanier de l'Irlande du Nord avec le backstop. Pourquoi? Parce que sur ce territoire douanier, nous avons 2 droits douaniers qui vont s'appliquer, principalement le droit douanier du Royaume-Uni, mais nous allons également avoir application du droit douanier européen, le tout sous la surveillance des douanes britanniques, et la douane britannique étant ici sous la surveillance des autorités européennes. Ça nous promet du sport. Voilà pour les territoires douaniers et les statuts douaniers. Ça vous donne une image très globale de quand nous allons déclarer en douane, quand on sort, quand on rentre dans un territoire, ou quand dans un territoire donné, j'ai une marchandise qui n'est pas en libre pratique. Maintenant, nous allons voir qui déclare. Et la réponse à ce qui déclare en douane, eh bien, le code des douanes est très clair. Il dit, j'ai mis d'abord un petit rappel. Rappel EORI. Vous voulez faire des formalités douanières, vous avez besoin d'un numéro EORI. Si vous ne savez pas si vous en avez un, il y a un petit lien, le site de l'Union européenne, vous pouvez vérifier la chose. Si vous n'en avez pas encore, demandez-en, c'est gratuit, ça ne coûte rien, vous envoyez un mail avec le formulaire, vous recevez ça par retour de mail. Si c'est pour faire des formalités douanières dans l'Union européenne. Si demain vous choisissez de faire également des formalités douanières au Royaume-Uni, vous allez avoir besoin d'un numéro EORI au Royaume-Uni. Nous avons 2 territoires douaniers différents, nous avons 2 droits douaniers différents. Alors, qui déclare? Eh bien, le Code des douanes dit très clairement, c'est le déclarant. C'est cette personne qui va déposer une déclaration en douane, qui va exécuter les formalités douanières, qui va respecter les obligations liées aux formalités douanières. Ça peut être le propriétaire d'une marchandise, ça peut être le détenteur d'une marchandise, ça peut être un sous-traitant, peu importe, du moment que cette personne est là pour faire cette déclaration en douane. Alors, on est bien d'accord, tant que la marchandise ne fait pas l'objet d'une déclaration en douane, elle ne bouge pas. Il faudra une déclaration en douane pour qu'elle puisse bouger, pour que vous puissiez faire quelque chose avec. Mais le Code ne dit pas qui va être le déclarant. C'est vous. Vous, dans le cadre d'une relation conventionnelle avec vos partenaires commerciaux, qui allez dire, qui allez décider qui va être la personne qui doit exécuter les formalités douanières. Alors, on va scinder 2 situations. La première situation, il n'y a pas de vente internationale. Bien, dans ce cas-là, vous allez devoir convenir de la chose avec votre partenaire commercial. Ça peut être un transporteur, ça peut être quelqu'un qui fait pour vous un travail à façon. D'une manière ou d'une autre, vous allez devoir très clairement dire « c'est moi qui fais la déclaration, c'est toi qui fais la déclaration ». Ça se retrouve dans votre contrat.
Et ça doit y être très clair. Sinon, vous risquez de vous retrouver dans des situations où la marchandise se trouve là et personne ne sait qui doit la déclarer, elle reste bloquée là. Deuxième situation, qui est la plus fréquente, c'est la vente internationale. Vous êtes vendeur, votre client est acheteur, jusque-là tout va bien. Et dans le cadre de ce contrat de vente international, vous allez devoir convenir d'un incoterms. Ou pas. Alors je tords le cou à ou pas. Si vous ne le faites pas, vous allez devoir faire un contrat très complet qui précise qui va faire la déclaration en douane. Je vous souhaite bien du plaisir. Les incoterms ont ce site particulier, c'est que dès le départ, ils vont prévoir qui est responsable dans le cadre de cette relation vendeur-acheteur, qui va être responsable de la déclaration en douane. Alors, juste pour mémoire, on parle d'une vente, on a un vendeur, on a un acheteur, on a une chose qui fait l'objet du contrat, on va faire un transfert de propriété, s'occuper du paiement. Tout cela, ça fait partie du contrat de vente. Ça n'est pas réglé par l'incoterms et vous ne gérez par le droit du contrat de vente. Nous avons ensuite l'incoterms. Et l'incoterms va reprendre toutes les obligations du vendeur et toutes les obligations de l'acheteur pour ce qui concerne l'organisation du transport, pour ce qui concerne qui déclare en douane, pour savoir jusqu'où la marchandise doit être amenée, pour savoir où a lieu le transfert de risque. Ce droit incoterm est créé par la Chambre de commerce internationale à Paris. Il n'y a aucun législateur national qui l'a décidé, c'est une création du monde commercial. Je vous ai mis le lien vers la Chambre de commerce internationale à Paris. Il y a beaucoup à dire sur l'incoterm, beaucoup plus que je n'ai le temps de dire ici, mais allez-y. L'incoterms, juste pour mémoire, il y a 4 grands groupes d'incoterms. Les incoterms de type E, un seul incoterms, on a une livraison en quai d'usine, avec transfert de risque immédiatement en quai d'usine. L'incoterms de type F, eh bien, dans l'incoterms de type F, c'est l'acheteur qui va payer, qui va organiser le transport, et il y a un transfert de risque qui se fait au départ, au moment du chargement du moyen de transport affrété par l'acheteur, plus toute une série de situations particulières. L'incoterms de type C, et là, on va voir le vendeur payer le transport principal, mais avec toujours un transfert de risque qui se fait au départ. Et finalement, les incoterms de type D, où là, le vendeur va financer et organiser le transport principal jusqu'à destination, mais avec transfert de risque qui va se faire à destination. De nouveau, je vous le répète, beaucoup de choses à dire sur les incoterms. Ça vaut la peine que votre entreprise reprenne tous ces incoterms, les remette à jour pour bien voir ce qui est le plus pratique, le plus intéressant dans la relation commerciale avec son partenaire. Et donc, les incoterms déterminent qui va déclarer en douane. Pour les incoterms de type E, attention danger, c'est l'acheteur qui fait tout. Vous vendez une marchandise à un Britannique, vous dites « je fais un incoterms de type E, tu t'occupes de tout, je ne m'occupe de rien », oui, mais ça veut dire que votre client doit avoir un numéro EORI dans l'Union européenne pour déclarer. Peut-être un représentant TVA. Il n'a peut-être beaucoup plus de frais pour faire les déclarations que si vous l'aviez faites. Mais d'autre part, c'est lui qui se charge de la déclaration en douane à l'export. Si vous voulez obtenir votre franchise TVA à l'export, il vous faudra cette déclaration en douane. Or, c'est lui qui la maîtrise. C'est une situation qui est précaire, à conseiller. Pour l'incoterms de type F, c'est le vendeur qui déclare l'export, et après, c'est l'acheteur ou quelqu'un qui travaille pour l'acheteur qui va s'occuper des déclarations de transit, qui va s'occuper de la déclaration à l'import. L'incoterms de type C, c'est toujours le vendeur qui déclare l'export, et c'est toujours l'acheteur qui va s'occuper de toutes les déclarations de transit en chemin et de la déclaration à la fin, l'importation. L'incoterms de type D, mais pour les deux, le DAP et le DPU, là, c'est le vendeur qui va s'occuper de la déclaration d'export, mais c'est également le vendeur qui fera toutes les déclarations de transit jusqu'à l'arrivée. Et c'est finalement l'acheteur qui fera les dernières déclarations au moment de l'importation.
Et dans l'incoterms DDP, de nouveau, là, on dit attention danger. Pourquoi? Parce que là, c'est le vendeur qui s'occupe de tout. Il fait la déclaration d'export, les déclarations de transit et même la déclaration d'import. Ce qui imposerait à un vendeur belge qui travaille avec un DDP d'avoir un numéro EORI au Royaume-Uni, le cas échéant d'une représentation TVA au Royaume-Uni, de commencer à avoir toute une infrastructure au Royaume-Uni qui n'a peut-être pas envie d'avoir. Donc voilà, au niveau des incoterms, les différents incoterms vont vous permettre de déjà déterminer qui va déclarer. Alors, petit principe avec les incoterms 20, c'est très importante. Incoterms, vous le prenez tel quel. Certains incoterms prévoient certains aménagements, mais relativement peu. Généralement, ils prévoient très clairement les obligations de l'acheteur, les obligations du vendeur. Si vous voulez faire autre chose que ce que l'incoterms prévoit, choisissez un autre incoterms. Ne commencez pas à les chipoter et à les modifier. Ça vous fait perdre toute la sécurité juridique de l'incoterms. Alors, qui déclare? Deuxième point, qui déclare moi ou mon représentant en douane? Mais si à la fin, dans le contrat, il est dit ok, c'est moi qui dois déclarer, ou via l'incoterms, c'est moi qui dois faire cette déclaration, mais on peut se retrouver dans deux situations. Votre entreprise a un flux à l'import ou à l'export relativement important. Il a des employés qui connaissent la matière douanière, qui maîtrisent les applications déclaratives douanières, qui maîtrisent parfaitement les autorisations douanières. Pas de problème, lancez-vous, faites-le. Vous allez faire pas mal d'économies d'échelle en déclarant vous-même en douane. Mais pour beaucoup d'entreprises qui déclarent de manière tout à fait occasionnelle, qui n'ont pas nécessairement beaucoup de personnel formé en leur sein en matière de douane, voire pas du tout, ces entreprises ont vraiment besoin d'aide pour faire ces déclarations en douane. Et nous avons institué dans la réglementation douanière et concrètement opérationnelle sur tout le territoire douanier, notamment en Belgique, eh bien, tout un maillage de prestataires de services privés que l'on appelle les représentants douaniers. Ce sont des professionnels de la déclaration en douane et des formalités douanières. Ce sont des gens qui connaissent la douane, qui savent comment ça marche, comment marchent les applications, ce qu'il faut mettre dans les déclarations. Ce sont des personnes privées, elles seront rémunérées par vous, si vous faites appel à elles. Elles vont travailler dans le cadre d'un mandat que vous leur donnez. Vous allez leur donner un mandat général en disant « je veux que tu me représentes », mais vous allez également leur donner, chaque fois qu'il faut faire une déclaration en douane, une formalité douanière, des instructions précises pour pouvoir le faire. Donc attention, le représentant en douane va pouvoir vous aider, mais vous allez devoir lui fournir les informations nécessaires à la déclaration en douane. Vous allez devoir lui dire sous quel régime douanier vous souhaitez placer la marchandise. Vous allez devoir lui dire, même s'il peut un peu beaucoup vous aider pour ça, quelle est la position tarifaire, quel est le code de la marchandise à déclarer. Vous allez devoir lui donner les éléments qui lui permettent de déterminer une valeur en douane. Vous allez devoir lui fournir des éléments qui lui permettent de certifier l'origine des marchandises. Vous allez devoir, le cas échéant, lui donner des licences d'importation, des licences d'exportation, des certificats vétérinaires, des certificats sanitaires et toute une série d'autres documents pour les mesures de sécurité, de sûreté, de santé, d'économie, de protection de l'économie, de protection de l'environnement. La bonne nouvelle, c'est que la profession de représentant en douane est protégée. Tous ceux qui exercent cette profession ont été agréés par la douane, et vous retrouverez sur la DIA un lien qui vous donne la liste de tous les représentants en douane qui existent en Belgique. Et nous en avons 2 en province de Namur. Après, je ne peux pas faire de publicité, mais je vous laisse rechercher ça dans la liste. Voilà. Bon, on avance. On a déjà vu quand déclarer, dans les grandes lignes, dans les grands principes. On a déjà vu qui déclare, et donc vous devrez pouvoir dire, ben voilà, ici, si je vais sortir ma marchandise de mon territoire douanier, ben, c'est un Incoterms FAS, c'est moi qui vais devoir faire la déclaration d'exportation. C'est une marchandise que je vais importer sur le territoire douanier, ok, elle va rentrer dans le territoire douanier, c'est qu'un Incoterms SIF, c'est moi qui vais devoir faire la déclaration à l'import. C'est mon fournisseur qui fait toutes les déclarations de transit. Ok. Donc je sais que je dois faire une formalité douanière. Je sais qui va devoir la faire. Et maintenant, on va voir concrètement ce qu'on va déclarer.
Alors, le grand principe d'une déclaration aux douanes, je dirais que c'est presque comme une demande en mariage. Vous avez une marchandise. Cette marchandise se trouve aujourd'hui là, et vous allez dire au douanier, voilà ce que je veux faire avec elle. Ma marchandise est rentrée dans le territoire douanier, elle n'est pas en libre pratique, je veux la mettre en libre pratique. Ma marchandise est rentrée dans le territoire douanier, et je souhaiterais ne pas la mettre en libre pratique, mais faire ceci avec elle. Je souhaite la stocker, je souhaite la transporter, je souhaite l'utiliser, je souhaite la transformer. Vous allez chaque fois dire au douanier ce que vous allez faire avec la marchandise maintenant, tout de suite. Alors, l'autre point, c'est que tant que la marchandise n'est pas en libre pratique, vous allez aujourd'hui dire au douanier, je voudrais la transporter, je voudrais l'amener d'Anvers à Namur. À Namur, vous allez dire au douanier, nouvelle déclaration. Ah, à Namur, j'aimerais bien la stocker. Je vais faire une nouvelle déclaration, et puis après le stockage. Maintenant, j'aimerais bien transformer. J'ai acheté des fraises, je les ai stockées, je voudrais les transformer en confiture de fraises, toujours sans la mettre en libre pratique. Et puis après, j'ai ma confiture de fraises, et cette confiture de fraises, eh bien, je vais peut-être décider de la mettre en libre pratique, et la chaîne de déclaration va s'arrêter pour ces confitures de fraises, ou je vais souhaiter la réexporter, la faire sortir du territoire douanier. Et ma chaîne de déclaration va s'arrêter également. Après, on le verra, ça permet mille et une possibilités de déclaration en douane, mille et une possibilités derrière d'activité par rapport à une marchandise. Dernier petit point, toutes les déclarations en douane se font via des environnements applicatifs électroniques. On travaille quasiment à 100% à l'électronique. Donc vous allez avoir besoin d'un numéro EORI, mais si vous déclarez vous-même, vous allez également avoir besoin d'accès aux applications qui permettent de faire les déclarations en douane. Et rassurez-vous, si vous travaillez avec un représentant de douane, lui, il a déjà tous les accès. C'est un véritable guide de toutes ces applications. Alors, les régimes douaniers, je vais voir rapidement les régimes à l'import, les régimes en transit et les régimes à l'export. Mais l'idée, c'est chaque fois dire ce que je veux faire avec la marchandise. Alors, le premier régime, on l'a déjà vu à l'import, la mise en libre pratique. Ma marchandise rentre dans le territoire douanier, elle n'est pas en libre pratique, je veux qu'il y circule librement. Je fais une déclaration de mise en libre pratique, je paye les droits d'importation, et après, je ne vois plus un seul douanier pour cette marchandise. Elle circule librement à l'intérieur de mon territoire douanier. Formidable. Et donc, une fois que j'ai mis cette marchandise en libre pratique en Belgique, je peux la cheminer où je veux, je peux lui faire le tour de l'Europe sans faire la moindre déclaration en douane. Deux petites choses pour la mise en libre pratique. Il arrive que j'exporte temporairement une marchandise. J'ai envoyé une marchandise pour être expertisée au Royaume-Uni. Elle revient. Elle est sortie du territoire douanier, elle n'est plus en libre pratique. Elle revient, elle n'est pas en libre pratique. Je fais une déclaration de mise en libre pratique, j'ai dit, en principe, il faut payer, mais comme c'est une marchandise en retour en état, il y a une exonération des droits d'importation. Même chose, on verra dans certains cas, je peux envoyer une marchandise au Royaume-Uni en vue de la faire transformer, de la faire revenir ensuite. On verra ça avec le régime du perfectionnement passif. Et quand cette marchandise revient, je vais devoir la mettre en libre pratique, je vais devoir payer les droits d'importation, mais je pourrais payer les droits d'importation à taux réduit, pardon, à taux réduit, en ne calculant les droits non pas sur la valeur globale de la marchandise, mais uniquement sur la valeur du perfectionnement. Donc, premier régime, la mise en libre pratique qui vous donne la liberté. D'autres régimes, je ne souhaite pas mettre cette marchandise en libre pratique. Je ne souhaite pas de la mettre en libre pratique parce que, mon Dieu, je ne sais pas encore si je vais la vendre dans le territoire douanier de l'Union européenne. Ce serait quand même con de payer les droits de douane alors que... Mais je peux éventuellement la stocker en attendant. Et on a le régime douanier de l'entrepôt douanier qui vous permet de stocker une marchandise pendant une durée définie, pendant 1000 ans si vous le souhaitez, sans avoir à payer les droits à l'importation. Donc voilà, je vous donne une pièce de Lego supplémentaire pour les marchandises qui ne sont pas en libre pratique.
Deuxième régime, je souhaite la transformer. On appelle ça le régime du perfectionnement actif. Je souhaite transformer cette marchandise dans mon territoire douanier. La Belgique s'est faite championne de cela. On a importé du minerai de cuivre, on importe toujours du minerai de cuivre, on ne va pas le mettre en libre pratique, on va le transformer en lingot de cuivre. Ce lingot de cuivre, je ne vais pas le mettre en libre pratique, je vais le transformer en fil de cuivre. Ce fil de cuivre, je ne vais pas le mettre en libre pratique, je vais le transformer en moteur. Ces moteurs, je ne vais pas les mettre en libre pratique, je vais les transformer en machines. Et ces machines, peut-être que je vais les mettre en libre pratique si je trouve un client, c'est possible, ou je vais les réexporter. Je n'aurai jamais payé le moindre droit à l'importation sur ces machines. J'aurai travaillé intégralement sous douane, principalement sous le régime du perfectionnement actif. Un autre régime douanier particulier à l'import, toujours sans mise en libre pratique, c'est l'admission temporaire. Je vais utiliser une marchandise sur mon territoire douanier. Admettons qu'il n'y ait plus de Covid au Royaume-Uni, beaucoup de Covid chez nous. On a besoin d'importer des respirateurs, mais le Royaume-Uni va nous envoyer ces respirateurs, mais avec l'idée de, quand vous avez fini de les utiliser, que la crise Covid est finie chez vous, on les renvoie au Royaume-Uni. Bien, on va faire de l'admission temporaire. Je vais importer ces respirateurs, les installer, soigner les gens avec, en admission temporaire, et quand la crise du Covid est finie, je les remballe, je les réexporte au Royaume-Uni, je n'aurai pas payé un seul euro de droit à l'importation sur ces respirateurs. On peut imaginer plein de choses pour l'utilisation. Je peux avoir un groupe rock britannique qui vient, qui installe sa scène en Belgique, qui donne son concert et qui repart. Et inversement, un groupe belge qui part au Royaume-Uni avec ses instruments, son orchestre, sa scène, qui va au Royaume-Uni, qui donne son concert et puis qui revient en Belgique. On peut imaginer de faire expertiser des marchandises. On peut imaginer de faire exposer des marchandises. Ce sont toutes des situations dites d'utilisation, avec toujours l'idée que la marchandise rentre pour repartir ensuite. Dernier régime à l'importation, je vais le voir très rapidement, c'est la destination particulière. Ici, c'est un petit peu une variante de la mise en libre pratique. L'Union européenne a dit, voilà, j'ai terriblement besoin de, on va dire un truc en l'air, de haricots. Si j'ai une entreprise qui va importer des haricots non écossais pour les faire écosser dans l'Union européenne, je serai content parce que je vais développer une activité industrielle et manufacturière dans l'Union européenne. Eh bien donc, je vais vous faire un cadeau. En principe, plutôt pour les haricots non écossais, c'est celui-là. Mais si vous les importez pour qu'ils soient écossais dans l'Union européenne pour obtenir des petits haricots après, eh bien, je vais vous permettre de travailler sous le régime de la destination particulière et les mettre quelque part après en libre pratique, mais en payant non pas le taux plein, mais un taux réduit. Voilà pour les régimes douaniers à l'import. Il n'y a pas de destination particulière pour les haricots, je voulais juste donner un exemple clair. Le transit. On est entre l'import et l'export. Le transit, c'est un régime douanier qui va permettre de faire bouger de la marchandise. Alors, on va distinguer le transit interne et le transit externe. Le transit interne va permettre de faire bouger une marchandise en libre pratique d'un point à l'autre de mon territoire douanier. Ça sert à quoi? Je vous ai dit qu'une marchandise en libre pratique à l'intérieur du territoire douanier peut y circuler librement. Donc, on n'a pas besoin, en théorie, du régime du transit interne. Pour passer de Belgique vers la France, vous n'allez pas faire du transit interne. Pour vendre une marchandise de Namur à Anvers, vous n'allez pas faire du transit interne. Mais par contre, il va vous arriver de sortir de ce territoire douanier pour y revenir. Vous allez vendre une marchandise à un client italien et votre marchandise va traverser la Suisse. La Suisse ne fait pas partie du territoire douanier de l'Union européenne. Le transit interne va permettre de faire voyager cette marchandise de l'Union d'un point à l'autre du territoire douanier en sortant de ce territoire douanier et y revenir en disant au douanier « ma marchandise est en libre pratique, elle ne doit pas payer de compensation ». Le transit externe, lui, concerne des marchandises qui ne sont pas en libre pratique. Je vous ai dit, une marchandise qui n'est pas en libre pratique, chaque fois que vous voulez faire quelque chose avec elle, eh bien, il va falloir
la déclarer en douane. Et si ce quelque chose, c'est la bouger d'un point à l'autre du territoire douanier, eh bien, vous allez utiliser le régime douanier du transit externe. Et les transits communs, le transit commun, c'est un truc assez génial. On a dit, mais voilà, j'ai deux territoires douaniers. J'ai le territoire douanier européen et le territoire douanier suisse. Et ce serait comme un con, juste pour traverser le territoire douanier suisse, de devoir faire à la fois une déclaration en douane dans l'Union européenne et une déclaration en douane en Suisse. Oui, mais je vous ai dit, ces deux territoires douaniers, ces deux droits douaniers, vous allez sortir du territoire douanier de l'Union européenne, il faudra faire une déclaration en douane, vous allez rentrer dans le territoire douanier suisse, il faudra faire des formalités en douane, et votre marchandise ne sera pas mise en libre pratique en Suisse, elle va devoir faire l'objet d'une formalité en douane pour la traverser. Et là, les gens, les différents chefs de gouvernement se sont mis ensemble et ont dit que ce serait quand même mieux de pouvoir juste traverser ces pays avec un seul document douanier. Et le transit commun, c'est ça. C'est utiliser le même document pour faire plusieurs déclarations de transit qui vont vous permettre de traverser plusieurs territoires douaniers. Alors concrètement, ça donne quoi? Eh bien, pour le transit externe, j'ai une marchandise qui rentre ici à la frontière bélarusso-polonaise. Elle est mise en libre pratique à ce moment-là, parce que votre entreprise ne parle pas le polonais et ne comprend pas, elle préfère mettre en libre pratique cette marchandise à Namur, centre du monde, où on a des douaniers qui vous comprennent, qui parlent votre langue et qui connaissent votre réalité. Bien, vous allez faire du transit externe de la frontière bélarusso-polonaise à la Belgique, et en Belgique, décider de placer la marchandise sous un autre régime douanier, le cas échéant, la mise en libre pratique. La situation de transit interne, eh bien, le plus souvent, on va sortir du territoire douanier pour y rentrer. Je vais sortir du territoire douanier français pour arriver dans le territoire douanier suisse, italien. Non. Territoire douanier européen en France, pour arriver dans le territoire douanier européen en Italie, mais en passant par le territoire douanier suisse. Je vais passer de Belgique en Irlande en passant à travers le Royaume-Uni. Ma marchandise va partir de Belgique, va prendre le tunnel sous la Manche à Calais, va arriver de l'autre côté, Royaume-Uni, va prendre la route, aller jusqu'à Liverpool, monter sur un bateau, arriver en Irlande. Je vais traverser le territoire douanier britannique, j'y fais du transit externe. Mais pour moi, dans l'Union européenne, je fais du transit interne entre la Belgique et l'Irlande. Donc vous voyez ici, on touche déjà à la problématique du transit commun, le transit interne de Belgique vers l'Irlande, du transit externe pour traverser le Royaume-Uni, du transit interne depuis la France jusque l'Italie, le transit externe pour traverser la Suisse. Et donc nous avons toutes ces situations qui vont être transformées de manière très intelligente en transit commun, où pour partir de Belgique vers l'Irlande, je vais utiliser la même déclaration douanière qui va me permettre de faire une déclaration pour le transit interne de l'Union européenne Belgique vers l'Union européenne Irlande et du transit externe pour traverser le Royaume-Uni. Voilà pour le transit commun. Et donc bien se souvenir, transit interne, j'ai une marchandise en libre pratique qui va sortir et revenir dans mon territoire douanier. Pour du transit externe, j'ai une marchandise qui n'est pas en libre pratique, qui donc chaque fois que je veux la faire bouger dans mon territoire douanier, je dois la déclarer en douane. Et puis le transit commun qui permet de combiner les deux pour pouvoir traverser plusieurs territoires douaniers. Bien, mais on a vu les régimes douaniers à l'import, les régimes le transit, les régimes douaniers à l'export. Alors, le premier régime douanier à l'export, c'est l'exportation. Vous allez faire sortir une marchandise en libre pratique du territoire douanier. C'est une exportation définitive. Félicitations, vous avez vendu votre marchandise, vous l'avez livrée à votre client. On a dans certains cas une exportation temporaire. Vous allez exporter une marchandise, mais vous attendez à ce qu'elle revienne. Vous allez exporter des chevaux de course au Royaume-Uni, ils vont courir leur course et ils vont revenir. Dans l'Union européenne, ce sera de l'exportation temporaire, cette marchandise va revenir. Au Royaume-Uni, ces chevaux vont faire l'objet d'une déclaration d'admission temporaire au Royaume-Uni.
Autre régime particulier qu'on a déjà évoqué, le perfectionnement passif. Vous avez une marchandise qui est en libre pratique, vous allez l'envoyer au Royaume-Uni pour faire du travail à façon, et elle va revenir ensuite transformée. C'est de l'exportation temporaire, la marchandise va sortir du territoire douanier, vous allez la déclarer sous le régime du perfectionnement passif, et vous allez attendre que cette marchandise revienne ensuite pour faire une mise en libre pratique et à la consommation, en payant les droits, non pas sur la valeur complète de la marchandise, mais sur la valeur du perfectionnement. Et enfin, la réexportation. Alors, la grande différence entre l'exportation et la réexportation, chaque fois que j'ai parlé d'exportation, je parle d'une marchandise en libre pratique. Quand on a une marchandise qui n'est pas en libre pratique et que je veux la faire sortir finalement du territoire douanier, c'est un régime douanier légèrement différent, c'est de la réexportation. Exportation, marchandise en libre pratique qui va sortir. Réexportation, marchandise qui n'est pas en libre pratique et qui va sortir de mon territoire douanier. Et donc ainsi, je vous ai donné globalement tous les légaux qui vous permettent de jouer en douane. Alors, petite remarque rapidement. Je vous ai parlé d'exportation, de réexportation, et de transit. Il est possible de combiner l'exportation avec du transit interne et du transit commun. Vous voulez vendre une marchandise au Royaume-Uni, mais elle doit être livrée finalement à Leeds, en plein milieu du territoire britannique. Magnifique. Et vous vous dites, le transit commun, c'est quand même bien pratique parce qu'avec une seule déclaration, je vais passer toutes les frontières et puis je vais finalement pouvoir arriver à destination. Eh bien, c'est possible. Vous faites une déclaration d'exportation, immédiatement après, une déclaration de transit interne et de transit commun. Et avec cette déclaration d'exportation, vous allez dire au douanier, je m'en vais, au revoir, je quitte mon territoire douanier. Et avec la déclaration de transit externe, vous allez pouvoir faire transiter la marchandise. De transit externe et transit commun, vous allez pouvoir faire transiter cette marchandise jusqu'à destination, sans faire une autre déclaration aux douanes en chemin. La même chose existe avec la réexportation, qui vous permet de faire une déclaration de réexportation, et puis une déclaration de transit externe et de transit commun, et d'acheminer votre marchandise directement à destination avec un seul document douanier qui vous permet de faire les différentes déclarations au passage des frontières. Voilà. Ici, j'ai résumé, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais donc aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous faites des livraisons intracommunautaires à destination du Royaume-Uni, et bien demain, vous allez faire de l'exportation, avec le cas échéant, un bout de transit interne et de transit commun. Aujourd'hui, vous faites des acquisitions intracommunautaires en provenance du Royaume-Uni, et bien demain, vous allez faire probablement un peu de transit externe et puis arriver pour une mise en libre pratique. Aujourd'hui, vous envoyez des marchandises pour être transformées au Royaume-Uni. Vous avez un prestataire de service au Royaume-Uni, vous lui envoyez une marchandise, il vous la renvoie. Le marché aujourd'hui est libre. Aucune déclaration en douane. Demain, il vous faudra faire une déclaration de perfectionnement passif, plus éventuellement un bon transit. Et quand la marchandise revient, il y aura probablement un bon transit et une déclaration de mise en libre pratique comme marchandise en retour. Aujourd'hui, vous êtes prestataire de services au Royaume-Uni, en Belgique, vous travaillez pour des entreprises britanniques, vous allez travailler avec des petits bouts de transit, du perfectionnement actif, une réexportation, des petits bouts de transit. Voilà, on me dit que le temps imparti arrive au bout. J'ai plusieurs autres choses à vous dire, très très rapidement. Première chose, on est au bout du temps? Ça va, merci. Alors, très rapidement, les régimes douaniers, pour certains régimes douaniers, il vous faut une autorisation de la douane. Vous ne le faites pas comme ça. La mise en libre pratique, ça va, vous faites tout seul. L'exportation, ça va, vous faites tout seul, mais le perfectionnement actif, le perfectionnement passif, l'entrepôt douanier, l'admission temporaire et la destination particulière, vous avez besoin d'une autorisation de la douane, soit au coup par coup, soit permanente pour couvrir toute votre activité. Je vous ai dit, on ne paye les droits à l'importation que lors de la mise en libre pratique ou en partie lors de la destination particulière.
dans toutes les autres situations où vous ne payez pas les droits à l'importation, mais que la marchandise reste pas en libre pratique sur le territoire douanier, il faut garantir les droits en jeu. On ne vous laisse pas bouger ainsi. Cette garantie peut être déposée au coup par coup ou être globale et couvrir un ensemble d'activités. Et enfin, chose importante, je vous ai dit, chaque fois que vous voulez faire quelque chose avec une marchandise, il faut la déclarer en douane pour un régime douanier particulier, on les a vus. Et ces régimes douaniers permettent de faire certaines manipulations des marchandises. Le transit vous permet juste de la bouger, pas de la décharger, pas de la transformer. L'entrepôt douanier vous permet de la stocker, rien d'autre. L'admission temporaire vous permet de l'utiliser, la monter, la démonter, donc on a déjà pas mal de choses. Le perfectionnement vous permet de le transformer. Selon ce que vous allez faire avec une marchandise, selon la manière dont vous voulez la manipuler, il faudra choisir le bon régime douanier qui vous permette de le faire. Des petits plus et des grands plus. Michel en a déjà parlé lors de la dernière présentation, je vous le rappelle rapidement. Premier petit truc, demandez une autorisation au lieu agréé de chargement ou de déchargement. Ça vous permet de déplacer le contrôle douanier d'un bureau de douane à votre entreprise. C'est toujours plus pratique de contrôler une marchandise dans vos installations que de devoir la contrôler quelque part au milieu de nulle part dans un bureau de douane. Autre petit truc pratique, demandez une autorisation de report TVA pour l'importation. Si vous faites une mise en libre pratique à la consommation, vous allez devoir en principe payer une TVA à l'importation. Il y aura une sortie de caisse. Si vous avez une autorisation de report TVA à l'import, eh bien vous allez faire comme pour une acquisition intracommunautaire. Vous allez dire au douanier, je paye les droits à l'importation. Pour la TVA à l'importation, c'est dans ma déclaration périodique à la TVA. Vous dites TVA à l'importation à payer, TVA à l'importation à récupérer, et au bout du compte, je ne dois rien payer du tout. Pratique. Si vous n'avez pas, vous avez ce décaissement à faire. Autre petit truc, les exemptions TVA. J'ai parlé beaucoup de douane. Il faut savoir que pour les marchandises qui ne sont pas en libre pratique, il existe des franchises TVA qui viennent faire ce que j'appelle le tunnel TVA autour des régimes douaniers. Une marchandise qui est livrée pour être incorporée à une marchandise qui est qui n'est pas en libre pratique, les emballages qui sont livrés. J'ai parlé de la confiture de fraises, on peut avoir des fraises qui viennent d'Afrique du Sud, qui sont placées en perfectionnement actif, mais je peux y rajouter du sucre qui vient de Belgique, qui est en libre pratique. Cette livraison de biens de sucre, cette livraison de biens d'emballage va pouvoir se faire en exemption de la TVA. Par ailleurs, toutes les prestations de services qui concernent ces marchandises placées sous le régime, ou les marchandises qui sont ajoutées aux marchandises qui sont placées sous le régime douanier, vont également pouvoir faire l'objet d'une exemption de TVA. Ce qui permet pour toutes les marchandises et ces livraisons de biens ou ces prestations de services d'être complètement neutres du point de vue de la TVA. À ceci près, c'est que si à la fin du compte vous réexportez la marchandise, vous n'aurez jamais préfinancé le moindre euro de TVA pour ces marchandises. Si maintenant cette marchandise doit être mise en libre pratique, eh bien, toute la valeur de toutes ces livraisons de biens, la valeur de toutes ces prestations de services va être incorporée à la base d'imposition TVA à l'importation de la marchandise. Mais donc, ça vous permet, le cas échéant, de mettre en place quelque chose qui vous permet de ne jamais payer la TVA sur ces marchandises, de ne jamais devoir la préfinancer. D'accord, c'est une TVA récupérable, mais vous ne devrez jamais la sortir. Et toute notre grosse industrie automobile, sidérurgique, mais toute l'industrie aérospatiale belge et autres, travaille en combinant les régimes douaniers et ces petites choses. Alors, petit et grand plus, là on est dans le grand plus, l'AEO. Beaucoup d'entreprises sont certifiées ISO pour une partie de leur processus. Eh bien, l'AEO, c'est une sorte d'ISO douane. Ça vous permet de faire l'AEO, pour obtenir le certificat AEO, vous devez faire reconnaître, la performance de votre entreprise en matière de douane. Vous devez prouver qu'elle maîtrise tous ces processus du point de vue douanier.
Vous devez prouver qu'elle s'autocontrôle, qu'elle maîtrise parfaitement le régime douanier, elle maîtrise parfaitement la valeur, elle sait exactement quelle est la valeur en douane de ses marchandises, où elle se trouve. On évite les intrusions, on évite les substitutions de marchandises, on évite les soustractions de marchandises. En fin du compte, on vous dit, OK, vous fonctionnez parfaitement, je vais vous donner ce certificat EO. Et ce certificat EO, c'est un peu comme un ISO, ça va vous permettre d'obtenir des avantages de par la réglementation douanière, moins de contrôle, des facilités pour obtenir des autorisations, mais ça va surtout vous donner une superbe carte de visite vis-à-vis de tous les partenaires qui travaillent avec vous en douane. Vous êtes AEO, vous êtes quelqu'un de fiable du point de vue de la douane. Pour les entreprises qui commencent, dans la dernière étape à mettre en place, mais pour beaucoup d'entreprises qui travaillent régulièrement en douane, le fait d'être moins contrôlé, certainement à l'aube du Brexit, ça vaudra peut-être la peine de mettre quelque chose en place. Ça prend un certain temps. Les entreprises qui sont certifiées ISO savent de quoi je parle. Voilà, j'arrive au bout de mon exposé. Je vous ai mis toute une série de sites. Le site de la douane a été particulièrement alimenté. On a été, pas dire surpris, si tout le monde a été surpris par le Brexit, mais depuis l'annonce du Brexit, il y a eu des efforts considérables qui ont été faits par tous nos collègues pour pouvoir améliorer l'information disponible sur notre site internet. Il y a également le site de la Commission européenne, parce que ce droit douanier européen, sa source au niveau de l'Union européenne, donc le site de la Commission européenne en parle également. Maintenant, je vous renvoie également vers le site des douanes français ou le site des douanes hollandais. Nous appliquons le même droit douanier. Alors, chacun a sa variante locale, ou plus exactement, nous appliquons exactement le même droit douanier, mais nous allons avoir des environnements applicatifs différents en France et en Belgique. Nous allons avoir des compétences douanières légèrement différentes en France et en Belgique, des organisations légèrement différentes en France et en Belgique. Mais ce n'est pas grave, on applique le même droit douanier. Donc, vous pouvez également vous documenter sur concrètement comment je veux faire sur ces sites. Il y a beaucoup de choses concernant la douane, notamment les carnets internes pour la mission temporaire, concernant les incoterms sur les sites des chambres de commerce, qui peuvent également vous aider. Nous avons la WEX en région Wallonne, qui soutient les entreprises pour toute la formalité d'export et qui a fait énormément de choses. J'ai laissé enfin une adresse de contact. C'est l'adresse de contact de nos services marketing. Ce sont les services qui sont en relation avec les entreprises, qui vont, le cas échéant, les accompagner pour leur premier pas dans la douane ou qui vont les rediriger vers une autre personne qui peut répondre à leurs questions. Je n'ai pas mis un autre point principal, mais je l'ai déjà évoqué, vous avez le représentant en douane. Cette personne va vous aider pour l'accomplissement des formalités en douane, mais c'est également quelqu'un qui n'est pas l'administration, qui n'est pas un douanier, qui n'est pas un bel uniforme, qui n'a pas une grande moustache, qui est peut-être plus facile à aborder pour quelqu'un qui n'ose pas tellement donner tous ses secrets honteux à la douane. Et vous allez peut-être plus facilement travailler et construire quelque chose avec un représentant en douane qui va peut-être vous conseiller pour la classification des marchandises, pour l'évaluation des marchandises, pour tel ou tel régime douanier, qui va peut-être pouvoir vous proposer aussi d'autres services de transport, de logistique, de stockage ou autres. Voilà, j'en ai fini avec mon exposé. J'ai un peu débordé sur le temps, j'en suis désolé. On va passer maintenant à la partie questions-réponses. Mélanie. Voilà, on est là. Donc en fait, il n'y a qu'une seule question. C'est un cas assez spécifique. C'est dans le cadre du e-commerce. Oui. Donc la personne demande qu'en sera-t-il concernant des ventes dans le cadre de e-commerce pour un particulier situé au Royaume-Uni. Donc le destinataire, c'est un particulier situé au Royaume-Uni. Et la question est posée par une entreprise ici dans l'Union européenne. Alors oui, moi c'est comme ça que je la comprends, mais j'ai pas plus de précision, si ce n'est que c'est en matière de joaillerie, des bijoux. Mais ça ne change rien dans le mouvement de l'e-commerce. Donc effectivement, dans le principe, si votre entreprise est située aujourd'hui en Belgique et que vous souhaitez vendre au Royaume-Uni, on est d'accord, il y aura des formalités douanières à accomplir pour sortir de l'Union européenne et il y aura des formalités douanières à accomplir au Royaume-Uni.
Pour ce qui concerne la gestion de l'e-commerce au Royaume-Uni même, mais il faut voir avec les autorités britanniques ou éventuellement avec un partenaire qui peut régler ces formalités au niveau britannique. Au niveau européen, je sais qu'on est occupé à travailler à plus de 200 à l'heure pour mettre en place, en tout cas en Belgique, l'application Bigate pour pouvoir gérer tout le commerce express, mais pour des marchandises de faible valeur. Si vous travaillez avec des bijoux qui sont des marchandises qui ont quand même une certaine valeur, supérieure à 22 euros, supérieure à 150 euros, mais vous allez devoir probablement travailler avec des déclarations à l'exportation ordinaires. Donc ça va vous faire pas mal de flux à l'export. Alors, derrière, pas de panique, vous pouvez travailler avec un représentant en douane qui peut vous conseiller pour voir dans quelle mesure on peut faciliter les choses. Si vous avez une activité d'e-commerce qui est fort développée avec tout un environnement applicatif qui permet de gérer l'e-commerce, sachez qu'il y a moyen d'avoir une discussion d'application informatique de gestion de votre entreprise avec l'application informatique de déclaration en douane. Nous avons des entreprises qui fabriquent des hélicoptères, qui ont des flux de déclaration en douane terriblement importants parce que chaque pièce doit faire l'objet d'une déclaration séparée. Ces entreprises ne s'amusent pas à faire une déclaration en douane pour chaque pièce. Elles ont une application informatique qui va transmettre de l'information à l'application déclarative douanière qui va ainsi générer automatiquement toutes ces déclarations en douane. Si vous avez vraiment un flux très important de marchandises dans le cadre de l'e-commerce à l'export, ça peut être une piste. On est déjà dans le perfectionnement. Ouais. Donc, il y avait une sous-question. Les sociétés telles que TNT, FedEx, etc. peuvent-elles s'occuper des formalités douanières? Alors, elles peuvent s'occuper de vos formalités douanières dans la mesure où ce sont des représentants douane. La Poste, FedEx, TNT et autres vont faire vos déclarations en douane, mais comme n'importe quel représentant en douane, que ce soit à l'import ou à l'export. Ils le font déjà aujourd'hui. Vous achetez une marchandise en Chine, vous achetez une marchandise en Royaume-Uni, elles arrivent via des entreprises de courrier express. Ces entreprises de courrier express, dans leurs prestations, fournissent la prestation de transport, mais fournissent également la prestation de représentant en douane pour faire votre déclaration en douane. Et c'est pour ça que quand la marchandise arrive, souvent les gens sont paniqués en voyant le prix. Faites ce que l'entreprise a fait, elle vous demande le paiement de cette prestation de service et des droits à l'importation qu'elles ont dû payer pour l'achat de la marchandise. Donc on a les coûts de transport, le coût de la prestation de service de déclaration et puis la partie fiscalité, droit à l'importation, TVA à l'importation. Mais donc ils le font déjà aujourd'hui, tous les jours. Ouais. Donc là, c'est une petite précision concernant les pays qui font partie du territoire douanier. Oui. Donc, on nous demande qu'est-ce qui va en devenir de Chypre, des îles anglo-normandes et des... Et il en manque une, mais c'est pas la bonne. Les îles de Man, pardon. Les îles de Man. Mais alors, tout ce qui concerne le Royaume-Uni, je veux dire que les îles anglo-normandes sont souveraineté de la couronne britannique. Ils cessent de faire complètement partie de tout l'environnement européen. Alors, je ne sais plus par cœur, je sais qu'avant, l'île de Man, les îles anglo-normandes avaient un statut particulier dans l'Union européenne. Je ne sais plus par cœur s'ils faisaient ou pas partie du territoire douanier de l'Union européenne. Mais une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui, à partir du 1er janvier, toutes ces îles ne font plus partie du territoire douanier de l'Union européenne. Et il faudra voir au niveau du droit britannique dans quelle mesure ils font partie du territoire douanier britannique et autres. Pour ce qui concerne Chypre, la partie chypriote grecque fait partie de l'Union européenne, fait toujours partie du territoire douanier de l'Union européenne. Nous avons les enclaves de souveraineté britannique à Chypre, mais qui deviennent territoire britannique, territoire tiers. Et puis nous avons la partie qui est actuellement occupée par la Turquie, qui ne fait pas partie du territoire douanier de l'Union européenne non plus. Je vous ai donné un lien lié à cette DIA qui vous renvoie vers le site de l'Union européenne, qui vous détaille pour tous ces petits territoires spécifiques, que ce soit la question de Chypre, que ce soit les Canaries, que ce soit la Guyane et autres,
Ce site vous détaille ce qui fait partie du territoire douanier et le cas échéant, ce qui fait partie du territoire fiscal, ACCIS ou TVA, ou qui est un territoire complètement tiers. Alors, une dernière question, un peu sur l'humour. Va-t-on toujours mentionner 28 États membres à l'Union européenne? Oui, c'est juste, nous sommes 27. C'est sûr. J'ai dit 28 tout le temps. J'ai pas vu 28. Honnêtement, j'ai Mais pas vu. Je voilà, pensais, on est tellement habitué avec les 28, et il faut avouer qu'aujourd'hui, nous sommes 27 États membres plus le Royaume-Uni. Quand le 31 janvier, on nous a dit le Brexit a lieu, on s'est dit, ah, monsieur me dit, mais il faut que rien ne change. Et donc, pour que rien ne change, le Royaume-Uni a accepté de continuer à appliquer le droit européen. Donc, leurs parlementaires européens ont quitté le Parlement européen. Ils ont cessé de faire partie du Conseil des ministres. Mais concrètement, et ce jusqu'au 31 décembre, nous sommes 27 États membres, plus le Royaume-Uni, qui a continué à travailler comme s'il était dans le territoire douanier de l'Union européenne. À partir du 1er janvier, en principe, le Royaume-Uni ne fait définitivement plus partie du territoire douanier européen et donc nous serons réellement à 27. Mais effectivement, on a encore ce lapsus, nous sommes l'Europe des 28, on travaille à 28 et tout d'un coup on va se retrouver à 27. Cette année-ci, il y a eu, entre guillemets, un non-événement le 31 janvier. Il est fort probable que le 1er janvier, le Royaume-Uni quitte effectivement le territoire douanier. Il y a un accord ou pas? S'il y a un accord, tant mieux. Peut-être qu'on aura certaines facilités dans les relations et peut-être qu'on aura des taux de droit d'importation qui seront réduits de part et d'autre. S'il n'y a pas d'accord, les formalités ne vont pas changer, qu'il y ait un accord ou pas. La seule chose, c'est que la fiscalité va croître considérablement. Voilà. Eh bien, nous arrivons au bout. Il ne reste plus que à vous remercier tous pour votre attention, à remercier Lésa pour son accueil et à vous dire de prendre soin de vous. Je vous attends la semaine prochaine pour la suite de nos présentations. Merci à tous.